voy a ser también muy breve porque lo que es profesora en la Universidad París-Sorbona 1, Panteón, dirige el Centro de Historia de Filosofía Moderna y tiene un grupo de investigación espinosista. Ha escrito 16 libros, creo, si he contado bien. Los temas que ha tratado de Spinoza, también los menciono rápidamente. El tema sobre especies eternitatis, de lo que estábamos hablando antes, la potencia del cuerpo, la potencia de actuar. También coordinó un libro muy interesante sobre la multitud. Y acabo diciéndole muchas gracias porque siempre que le hemos pedido que viniera, ha venido varias veces a España, ha participado con monográficos sobre Spinoza que hemos hecho entrevistas, así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, os hemos pasado ahí una traducción de lo que va a decir ella. La traducción la he hecho intentando ser bastante literal para que casi, según lo oímos en francés, lo sigamos bien. Así que espero que no me matéis mucho por la traducción. Es una descripción. Bueno, sí. Y solo un matiz. Cuando hablaba de Spinoza, coincidimos Chantal y yo que quería traducir mente, así que pongo la palabra mente, pero cuando habla de Leibniz, sigo dejando el término alma. Ya sabéis que en francés no tienen el término mente, así que utilizan siempre âme o esprit. Entonces en Leibniz lo mantengo y en Spinoza siempre pongo mente. Bueno, muchas gracias a todos. Donc, merci beaucoup à tous les organisateurs et tout particulièrement à Xavier pour avoir traduit le texte très rapidement. Je suis vraiment très reconnaissante. Donc, je parlerai du problème de l'union du corps et de l'esprit chez Spinoza et Leibniz. Dans l'examen de la grande question de l'union de l'âme et du corps, selon la formule de Leibniz, fait partie des problèmes qui déclenchent des tempêtes sous un crâne. Leibniz confesse d'emblée sa perplexité à ce sujet, je cite, « Lorsque je me mis à méditer sur l'union de l'âme avec le corps, je fus comme rejeté en pleine mer, car je ne trouvais aucun moyen d'expliquer comment le corps fait passer quelque chose dans l'âme, ou vice-versa, ni comment une substance peut communiquer avec une autre substance créée. » Fin de citation. C'est en effet la nature de l'union psychophysique et d'une causalité réciproque qui demeure une énigme depuis que Descartes a admis que le problème ne pouvait être résolu par la métaphysique, mais seulement par l'expérience et par les conversations ordinaires. Alors, l'union de deux substances distinctes et pourtant conjointes est, de l'aveu même de Descartes, incompréhensible et leur interaction l'est tout autant. Comment une substance matérielle pourrait-elle produire des effets sur une substance immatérielle et réciproquement? Et c'est à ce propos que s'interroge la princesse Élisabeth dans une lettre datée du 14 mai 1643, où elle prie Descartes de lui dire, je cite, « Comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps pour faire les actions volontaires n'étant qu'une substance pensante. » La princesse de Bohême fait valoir que toute détermination du mouvement implique un attouchement ou une modification dans l'étendue et ne peut guère s'expliquer par l'action d'une substance immatérielle et inétendue. Alors Descartes reconnaît la pertinence de la question d'Élisabeth. Je cite ici la lettre du 21 mai 1643. Et je puis dire avec vérité que la question que votre Altesse propose me semble être celle qu'on peut me demander avec le plus de raison ensuite les écrits que j'ai publiés. Alors, comme Leibniz, Spinoza hérite du problème et critique l'obscurité de la conception cartésienne de l'union et de l'interaction par le biais de la mystérieuse glande pinéale. Je cite ici Spinoza, « Je ne puis assez m'étonner de voir un philosophe, après avoir fermement décidé de ne rien déduire
que de principes connus par soi, et de ne rien affirmer qu'il ne perçut clairement et distinctement, et après avoir si souvent reproché aux scolastiques de vouloir expliquer les choses obscures par des qualités occultes, adopter une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. Qu'est-ce qu'il entend, je le demande, par union de l'esprit et du corps? Quel concept distinct a-t-il, dis-je, de la pensée, très étroitement unie avec une certaine portion de quantité? Fin de citation. Donc le diagnostic est identique chez Spinoza et chez Leibniz. L'union et ses modalités restent des énigmes à élucider après l'échec du philosophe des idées claires et distinctes. Alors l'objectif ici sera d'analyser comment les deux auteurs mettent en place des stratégies différentes pour résoudre ce problème laissé en suspens par Descartes et de confronter la thèse de l'égalité psychophysique chez Spinoza à celle de l'harmonie préétablie chez Leibniz. Alors, sans entrer dans un exposé exhaustif de leurs doctrines respectives, il s'agira d'analyser en miroir leur conception d'union psychophysique afin d'en faire sortir les traits saillants distinctifs. Ça, ce sera dans un premier temps. Il s'agira d'analyser ensuite la manière dont ils redéfinissent les relations entre le corps et l'esprit et se situent par rapport aux difficultés soulevées par l'interaction et la causalité réciproque chez Descartes. Alors d'abord, la nature de l'union corps-esprit chez Spinoza et Leibniz. Je commencerai par Spinoza en présentant l'union comme unité et égalité. Alors si Spinoza admet que l'homme est constitué d'un esprit et d'un corps, il nie leur nature substantielle et se démarque de Descartes, vous savez, pour leur accorder un statut modal. Le corps et l'esprit ne sont pas des êtres en soi et par soi, comme la substance, mais des modes qui ont besoin d'autre chose qu'eux-mêmes pour être conçus. Mais si l'homme est constitué par des modes de l'attribut pensée et de l'attribut étendu, il n'a pas pour autant une double nature. Corps et esprit renvoient en réalité un seul et même être exprimé de deux manières. Je cite ici, l'esprit et le corps, c'est un seul et même individu que l'on conçoit tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt celui de l'étendu. Fin de citation. Donc loin d'être un composé de substances hétérogènes, l'homme est un individu unique et unifié qui consiste en une union de corps ou en une union d'idées selon l'attribut sous lequel il est considéré. Spinoza affirme l'unité du corps et de l'esprit sans réduire pour autant leurs différences. C'est un seul et même individu, certes, mais expliqué de deux manières. Il s'agit donc de concevoir l'identité du corps et de l'esprit tout en maintenant leur altérité. Spinoza substitue la pensée d'une unité différentielle à celle de l'union, laquelle implique toujours le maintien d'une dualité, ne serait-ce que celle des choses rassemblées. Toutefois, on a affaire à un monisme qui n'est pas réductionniste et que l'on pourrait qualifier par oxymore de dual, entre guillemets, puisqu'il y a deux expressions corrélées et irréductibles de la même chose. Ainsi, l'unité n'est pas l'uniformité, elle implique une pluralité d'expressions. Pour comprendre la profonde modification apportée à la problématique traditionnelle de l'union de l'âme et du corps, il faut prendre acte du changement radical de la conception de la nature de l'esprit, qui a pour conséquence une refonte complète de ses rapports avec le corps. L'esprit, mince, n'est ni une faculté, ni un substrat des pensées, il n'est rien d'autre que l'idée du corps existant en acte. Alors Spinoza établit cette thèse en deux temps. Il montre d'abord que ce qui constitue en premier l'être actuel, je cite, de l'esprit humain n'est autre que l'idée d'une certaine chose singulière existant en acte, dans l'éthique 2.11. En effet, selon l'action 2 de la partie 2, l'homme pense. Son essence est donc constituée par des modes du penser. Mais cette pensée prend des modalités différentes selon qu'il conçoit, imagine, sent, désire, aime ou aime. Or, parmi toutes ces modalités, la première
première, je cite, de nature est l'idée. Toutes les modalités de la pensée, qu'elles soient cognitives ou affectives, impliquent au préalable une idée. Concevoir une chose, c'est d'en avoir une idée adéquate. L'imaginer, c'est d'en avoir une idée inadéquate. Désirer, aimer ou haïr suppose que l'on ait au moins une idée, fût-elle confuse, de la chose convoitée, affectionnée ou honnie. L'idée est la condition de pensée, de possibilité de la pensée humaine. Elle constitue l'essence de la masse de l'esprit. Mais si l'esprit est une idée, c'est l'idée d'une chose singulière, finie, existant en acte. Il ne peut pas être l'idée d'une chose qui n'existe pas. Car alors, l'idée elle-même ne pourrait dite exister. Je renvoie ici à l'éthique 2, 11, démonstration. Il ne peut pas être non plus, je cite, l'idée d'une chose infinie, car ce qui est infini doit exister toujours nécessairement. Et compte tenu du fait que l'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence nécessaire, l'idée constituant l'esprit humain ne peut donc être que celle d'une chose finie. Voilà pour le premier temps. Et Spinoza détermine dans un second temps la nature de cette chose singulière dont l'esprit est l'idée. Je cite, l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, autrement dit un mode de l'étendue précis, existant en acte, et rien d'autre. Fin de citation. En effet, selon l'axiome 4 de la partie 2, nous sentons qu'un certain corps est affecté de beaucoup de manières. Peu importe que ce sentiment soit clair ou confus, nous percevons que des corps extérieurs nous affectent. Nous éprouvons de la douleur ou du plaisir, et nous les rapportons à un corps précis et déterminé que nous appelons notre corps. Nous ne sentons pas les affections touchant les corps des autres, mais seulement celles qui affectent ce corps-ci. L'esprit est donc bien l'idée d'un corps existant actuellement, et uniquement cela, car l'expérience montre que nous ne sentons ni ne percevons rien d'autre, hormis des corps, des modes de l'étendue et des modes de pensée. L'esprit, par conséquent, n'est qu'une manière de penser le corps et de s'en faire une idée. Il n'est ni une faculté qui préexiste aux idées, ni un réceptacle qui les contient. Il est tout simplement l'activité de conception des idées et il se forme en les formant. De ce point de vue, il ne précède pas les idées, mais il en procède, il en est le résultat. Alors, les données de la problématique de l'union sont ainsi totalement bouleversées. L'union n'est pas le rassemblement de deux substances, elle doit être pensée sur le modèle du rapport entre une idée et son objet. Et pour illustrer la nature de ce rapport, Spinoza prend l'exemple du cercle. Je cite, « Un cercle existant dans la nature et l'idée du cercle existant qui est également en Dieu sont une seule et même chose qui s'explique par des attributs différents. » Fin de citation. L'idée du cercle contient objectivement tout ce que le cercle contient formellement et dans le même ordre. L'ordre de la connexion des idées est en effet le même que l'ordre de la connexion des choses. Ainsi, le cercle est un mode de l'étendue qui se constitue à partir de la rotation d'un segment dont une extrémité est fixe, l'autre mobile, et qui possède la propriété d'avoir des rayons égaux. L'idée de cercle, elle, est un mode du pensée qui se forme à partir de l'idée d'un segment et qui comprend l'idée d'égalité des rayons. Mais cela n'introduit pas une dualité. Le cercle et l'idée du cercle ne constituent pas deux êtres différents. C'est le même individu qui est conçu tantôt comme mode de l'étendue, le cercle, tantôt comme mode de la pensée, l'idée du cercle. Il en va de même pour le corps et l'idée du corps, de sorte qu'il n'y a plus lieu de les concevoir comme deux conjoints susceptibles de mener une vie séparée. Essence objective du corps, l'esprit est uni à lui comme une idée à son objet. Il contient en tant qu'idée tout ce que le corps contient réellement, formellement, selon le même ordre,
et le même enchaînement. Alors, quoi qu'ils expriment une seule et même chose, respectivement sous l'attribut étendu et sous l'attribut pensé, le cercle et l'idée du cercle ne sont pas réductibles pour autant l'un à l'autre. L'identité n'exclut pas l'altérité. Le cercle est un mode de l'étendue qui est déterminé uniquement par la mode de l'étendue. L'idée du cercle est un mode de la pensée qui est déterminé uniquement par des modes de la pensée. Et donc, étant distincte de son objet, l'idée du cercle possède une essence formelle, réelle, propre, et peut, à ce tout, faire l'objet d'une idée, l'idée d'idée. C'est ce que mettait déjà en évidence le paragraphe 27 du traité de la réforme de l'entendement. Autre est le cercle, autre l'idée du cercle. L'idée du cercle n'est pas un objet ayant un centre et une périphérie comme le cercle, et pareillement, l'idée d'un corps n'est pas ce corps même. Une idée exprime les propriétés de son objet sans avoir pour autant les mêmes propriétés que lui. Elle peut être vraie, fausse, mutilée ou confuse, mais surtout pas ronde ou carrée, ou triangulaire. En bref, l'idée de chien n'aboie pas. Donc ce rapport d'identité et de différence ne doit pas être pensé sous la forme d'un parallélisme entre esprit et corps, comme l'ont fait les commentateurs. Spinoza n'emploie jamais ce mot, mais plutôt celui d'égalité ou de simultanéité. Lorsqu'il veut expliquer que l'ordre des idées dans l'esprit va de pair avec celui des affections du corps et constitue une seule et même chose, il recourt soit à l'adjectif aequalis, soit à l'adverbe simul, ou soit aux deux à la fois. Par exemple, ça se voit dans l'éthique 3, proposition 28, démonstration. Mais l'effort ou puissance qu'a l'esprit pensant est égal et par nature va de pair, aequalis et simul natura. Donc est égal et par nature va de pair avec l'effort ou puissance qu'a le corps en agissant. Il s'agit donc d'une égalité ou d'une simultanéité entre le corps et l'esprit et non pas d'un parallélisme. Alors, sans reprendre de manière détaillée la critique de cette notion de parallélisme, abusivement apportée rétrospectivement dans la philosophie de Spinoza, que j'avais faite dans un livre, il faut noter que l'assimilation de l'identité entre l'ordre des idées et l'ordre des choses, entre l'esprit et le corps, à un système de parallèle, ça ne restitue pas l'idée d'unité présente dans la conception spinoziste. Ça introduit un dualisme irréductible et ça conduit à se représenter la nature comme un plan dans lequel se juxtapose une pluralité, voire une infinité de lignes non séquentes. Or, l'ordre est un, comme le fait valoir le scrut à proposition 7 de l'éthique 2, je cite, que nous concevions la nature sous l'attribut d'étendue, ou sous l'attribut de la pensée, ou sous n'importe quel autre, nous trouverons un seul et même ordre, autrement dit, un seul et même enchaînement de causes, c'est-à-dire les mêmes choses se suivant l'une de l'autre. Fin de citation. Le corps et l'esprit ne sont pas superposés en l'homme comme des parallèles, mais désignent une seule et même chose, exprimée de deux manières. Et la représentation de séries linéaires empêche de saisir l'unité et l'unicité de l'être psychophysique qu'il s'agit d'appréhender dans le monisme de Spinoza. Alors, je passe à Leibniz, parce que le grand paradoxe dans cette affaire, c'est que la doctrine du parallélisme a été forgée par Leibniz, non pas pour qualifier la pensée de Spinoza, mais pour décrire sa propre conception de l'union psychophysique. Je cite ici les considérations sur la doctrine d'un esprit universel. J'ai établi un parallélisme parfait entre ce qui se passe dans l'âme et entre ce qui arrive dans la matière, ayant montré que l'âme, avec ses fonctions, est quelque chose de distinct de la matière, mais que cependant, elle est toujours accompagnée des organes de la matière, et qu'aussi, les fonctions de l'âme sont toujours accompagnées des fonctions des organes qui doivent leur répondre, et que cela est réciproque et le sera toujours. Fin de citation. Ironie de l'histoire, les commentateurs ne présentent jamais la doctrine du parallélisme
comme l'expression de la pensée de Leibniz, chez qui elle figure et est appropriée, mais comme l'expression de la pensée de Spinoza, chez qui elle ne figure pas et elle est inappropriée. Par conséquent, rendons à Leibniz ce qui est à Leibniz et à Spinoza ce qui est à Spinoza. L'idée de parallélisme s'applique parfaitement au système de Leibniz parce que l'âme et le corps ne sont jamais pensés comme une seule et même chose. On n'a pas affaire à une unité, mais véritablement à une union, laquelle est régie par une logique de la différence et de l'accord qui suppose toujours le maintien de la distinction. Lorsqu'il présente sa doctrine du parallélisme, Leibniz insiste bien sur l'idée que l'âme est quelque chose de distinct de la matière. Et pour éclairer la nature de l'union entre le corps et l'esprit, il recourt à une comparaison devenue célèbre, celle de deux horloges ou de deux montres, qui s'accordent parfaitement et qui symbolisent l'âme et le corps. Cette analogie, bien sûr, elle revêt un caractère inadéquat, parce que l'âme ne peut pas être apparentée à une machine, mais elle possède une vertu pédagogique en rendant l'union intelligible à toutes sortes d'esprits, sur la formule de Leibniz. Donc elle peut servir de support à la méditation, pourvu que l'âme ne soit jamais confondue avec une substance matérielle. Bien que les deux pendules accordées forment un duo et non un duel, elles restent deux irréductiblement. Alors l'âme est assimilée par Leibniz à une monade, je cite, vivant dans un monde à part, comme s'il n'existait que Dieu et elle, fin de citation. Elle est créée de telle sorte qu'elle tire tout de son propre fond, elle représente tout l'univers à sa manière, selon son propre point de vue, avec une parfaite conformité avec les choses du dehors. Alors ça ne signifie pas que l'âme et le corps restent dans une totale extériorité. Je renvoie au paragraphe 62 de la monadologie, aussi. Quoique chaque monade créée représente tout l'univers, elle représente plus distinctement le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l'antéléchie. Et comme ce corps exprime tout l'univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l'âme représente ainsi tout l'univers en représentant ce corps qui lui appartient d'une manière particulière. Fin de citation. L'âme est toujours reliée particulièrement à un corps qui ne se réduit pas à l'étendue, comme le pensait Descartes, mais qui se définit comme une dynamique, une puissance double, à la fois passive et active. Le corps est doté d'une force passive de résistance, constituée par la matière, et d'une force active, qui est sa forme ou son antéléchie. Il est donc une machine qui est affectée non pas seulement par les corps, qui le touchent immédiatement, mais par leurs moyens, par tous les corps, de sorte qu'il se ressent de tout ce qui se fait dans l'univers et qu'il l'exprime plus ou moins confusément. L'âme, en tant qu'antéléchie, forme primitive qui actualise naturellement le corps organique, représente aussi tout l'univers en représentant ce corps auquel elle est plus particulièrement attachée. Elle le fait de façon plus distincte en vertu de sa perfection. Elle est accordée à son corps, de sorte que ses fonctions et celles du corps organique se répondent. La doctrine du parallélisme convient donc bien, car on peut concevoir des séries ordonnées qui se correspondent dans une forme d'écholalie sans interférence directe. Alors il y a cependant chez Leibniz un point de recoupement énigmatique qui contrevient au système de parallèle. Bon, elle s'occupe quand même à l'infini des parallèles. Car l'âme et le corps, l'âme a son siège dans le corps par une présence immédiate. Alors, la référence à un siège de l'âme, déjà présente chez Descartes, est problématique car elle implique qu'une substance immatérielle, l'âme, a un lieu. Leibniz n'admet pas, évidemment, que l'âme soit étendue. Il continue toutefois à lui attribuer un siège dans le corps et il la compare à un point métaphysique. Alors, bien sûr, le point n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur. Néanmoins, il reste une entité géométrique
à partir de laquelle se forment les lignes. Donc l'idée de point métaphysique, c'est un peu un oxymore. Comment ce qui est invisible et qui n'occupe pas d'espace pourrait-il avoir un siège? C'est pour ça que je renvoie un peu à la critique que fait Kant de la notion de siège en note. Il faudrait concevoir un siège non local. Alors, malgré son caractère inadéquat, la référence au siège, chez Leibniz, a le mérite d'inviter à réfléchir non seulement sur la nature de l'union, mais également sur la communication des substances et la manière dont elles s'accordent. Chez Descartes, en effet, l'âme est unie étroitement au corps et à son siège dans la vie idéale, à partir de laquelle elle rayonne dans tout le corps et communique ses volontés. Spinoza récuse l'idée d'un siège, mais se pose aussi la question de savoir comment l'esprit et le corps peuvent aller de pair. Donc, dans un deuxième temps, je voudrais essayer de penser les relations corps-esprit à partir de la critique commune chez Leibniz et Spinoza de la causalité réciproque cartésienne. La reformulation de la pensée du l'union chez les deux auteurs a des conséquences décisives sur la manière de concevoir à nouveau frais les relations entre le corps et l'esprit. Il est frappant de constater que des principes différents, monisme psychophysique pour l'un, Spinoza, parallélisme psychophysique pour l'autre, Leibniz, débouchent sur un même rejet de l'interaction entre l'âme et le corps et sur l'exclusion de toute causalité réciproque. Alors, chez Spinoza, on a affaire à une absence de déterminisme intermodal, à une logique de la corrélation. Il est évident pour Spinoza qu'il existe une corrélation nécessaire entre l'esprit et le corps, puisqu'il s'agit d'un seul individu. Ce qui advient dans l'objet d'une idée, l'idée l'exprime. L'esprit est l'idée claire ou confuse de tout ce qui advient dans son corps. Tous les processus mentaux ont un corrélat physique. Il y a une correspondance effective entre les données mentales et l'anatomie cérébrale. Néanmoins, si le cerveau indique les idées du sujet, ou inversement, si les idées du sujet expriment l'état du cerveau, cela ne signifie pas qu'il existe une causalité réciproque entre le corps et l'esprit. La corrélation ne doit pas être confondue avec une interaction. Spinoza ruine toute tentative de recherche d'un déterminisme causal entre le corps et l'esprit. Si l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses, ça n'implique nullement que les premières sont causes des secondes et réciproquement. L'égalité corps-esprit exclut toute interaction entre l'idée et son objet parce qu'il renvoie des attributs différents. Ce n'est pas l'idée du cercle qui est la cause de l'existence du cercle, mais c'est la rotation dans l'étendue d'un segment dont une extrémité est fixe et l'autre mobile qui en est la cause. De la même manière, si le corps et l'esprit sont en réalité une seule et même chose, il n'y a pas lieu de penser leur relation en termes d'interaction. La recherche d'une causalité réciproque est vaine parce qu'elle présuppose que l'esprit et le corps sont distincts et que lorsque l'un agit, l'autre pâtit, alors qu'ils agissent et pâtissent de concert. Je cite ici Éthique 3, 2. Ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit ne peut déterminer le corps en mouvement ou au repos, ou à quelque chose d'autre, si cela existe. Fin de citation. Ce n'est pas la volonté qui meut le corps, c'est le corps qui, par ses efforts, produit un mouvement non contraignant dont l'esprit est l'idée. La preuve en est que si les nerfs moteurs sont sectionnés, la volonté restera sans effet. Nulle idée ne produit une affection dans le corps. Ainsi, la tristesse liée à un deuil n'est pas la cause d'une maladie corporelle. Elle est l'expression dans l'esprit de ce qui se passe dans le corps. De la même manière,
une carence en minéraux dans le corps n'est pas cause de la mélancolie. Elle est l'expression corporelle de ce que l'esprit éprouve comme mélancolie. Mais si ces expressions sont corrélées, elles ne sont pas réductibles l'une à l'autre, de sorte qu'aucune ne peut s'imposer comme principe exclusif d'intelligibilité du réel. En conséquence, la théorie spinoziste des rapports pour l'esprit autorise la pluralité des discours et légitime une double approche de la nature de l'homme, tout en maintenant son unité. L'homme peut ainsi donner lieu à deux types de discours, physiques ou psychiques, qui possèdent chacun leur pertinence et leur domaine de validité propre, sans empiéter l'un sur l'autre. Décrire en physicien le corps, en dégageant les processus chimiques qui sont à l'œuvre dans le cerveau, ou décrire en psychologue ce qui se passe dans l'esprit, ça constitue deux expressions de la même réalité, tout aussi légitime. La dualité d'expression n'est pas une dualité substantielle, puisque c'est toujours la même chose qui est analysée sous deux perspectives corrélatives l'une de l'autre. Alors j'en viens maintenant à l'accord et la communication des substances chez Leibniz, l'harmonie préétablie. Il est frappant de constater que chez Leibniz, c'est aussi une logique de la corrélation qui prévaut. Alors, bien sûr, il ne mentionne pas la thèse spinoziste, mais il est clair qu'elle doit trouver grâce à ses yeux, parce qu'il ne la critique pas ouvertement, contrairement aux autres hypothèses de ses contemporains. Pour expliquer l'accord et la communication des substances, trois hypothèses sont possibles chez Leibniz: la voie de l'influence, la voie de l'assistance, et enfin la voie de l'harmonie préétablie. On ne parle donc pas de Spinoza, ne le critique pas. Alors Leibniz examine d'abord la première thèse, qu'il impute à Christian Huygens, l'auteur de l'Horologium Oscillatorium, en 1663. Je cite: la première façon, qui est celle de l'influence, a été expérimentée par feu M. Huygens à son grand étonnement. Mais au-delà du savant correspondant de Descartes, cette voie de l'influence est empruntée aussi par la philosophie vulgaire, qui admet l'idée d'une communication directe des substances matérielles et immatérielles qui interagissent l'une sur l'autre et s'influencent réciproquement. Les observations relatées par Leibniz concernent les expériences de couplage des pendules et la mise en phase d'un système harmonique appliqué au cas de l'âme et du corps. Donc, Leibniz cite Huygens. Huygens, citation, avait deux grandes pendules attachées à une même pièce de bois. Les battements continuels de ces pendules avaient communiqué des tremblements semblables aux particules de bois, mais ces tremblements divers, ne pouvant pas bien subsister dans leur ordre et sans s'entre-empêcher, à moins que les pendules ne s'accordassent, il arrivait par une espèce de merveille que lorsqu'on avait même troublé leur battement tout exprès, elles retournaient bientôt à battre ensemble, à peu près comme deux cordes qui sont à l'unisson. Fin de citation. Alors, l'expérience de couplage des pendules montre en effet que si deux pendules qui ne battaient pas à la même fréquence sont accrochées à un même support, elles se mettent à osciller de manière synchrone. En cas de perturbation délibérée de leur mouvement, les deux pendules qui pourraient être totalement désaccordées s'influencent pour retrouver le synchronisme et se règlent l'une sur l'autre sans le secours d'une cause extérieure. Alors Leibniz ne conteste pas l'expérimentation de Huygens, qui vaut dans l'ordre du mécanisme, mais il rejette l'importation de ce modèle de l'influence à l'union de l'âme et du corps. Comment des éléments matériels pourraient-ils passer du corps à l'esprit, ou des propriétés immatérielles se communiquer au corps? Déjà, lorsqu'on a affaire à deux substances de même nature, l'accord fait figure de merveille, selon Huygens. Alors, dans le cas de l'âme et du corps, la sympathie relèverait du miracle. Je cite ici Leibniz: comme on ne saurait concevoir des particules matérielles ni des espèces ou qualités immatérielles qui
puisse passer de l'une de ces substances dans l'autre, on est obligé d'abandonner ce sentiment. La voie de l'influence doit être écartée en vertu de son caractère occulte. Et là-dessus, Spinoza se attend totalement d'accord. La seconde voie est empruntée par les tenants de l'assistance. Elle implique l'intervention d'un agent qui veille à tout moment à remettre les pendules à l'heure. Je cite Leibniz, la seconde manière de faire toujours accorder deux horloges, bien que mauvaise, pourra être d'y faire toujours prendre garde par un habile ouvrier qui les mette d'accord à tout moment, et c'est ce que j'appelle la voie de l'assistance. Fin de citation. Alors, cette seconde piste a été explorée par Malebranche et les partisans du système des causes occasionnelles. Le grand horloger qui intervient à tout moment pour accorder l'âme et le corps, c'est Dieu, par l'intermédiaire des causes occasionnelles. Ainsi, pour l'auteur de la recherche de la vérité, nous sentons les qualités des corps, non pas parce que le corps les communique à l'âme par son action et son influence, mais parce que Dieu fait naître des pensées dans l'âme à l'occasion des mouvements de la matière. Le corps n'a donc pas d'efficace sur l'âme, Dieu seul agit et dispose de la puissance causale réelle. Réciproquement, lorsque l'âme veut mouvoir le corps, elle ne le remue pas en vertu d'un pouvoir de sa volonté, c'est Dieu qui meut le corps à l'occasion de la volonté de l'âme. Alors, le système des causes occasionnelles présente le mérite d'écarter la thèse vulgaire de l'influence et constitue un progrès par rapport à la première voie. Leibniz le reconnaît expressément. Je n'ai pas le temps de le citer, mais je vous renvoie au texte mis en note, système nouveau de la nature et de la communication des substances. Mais en dépit des belles réflexions de l'auteur de la recherche de la vérité, comme le dit Leibniz, le recours au système des causes occasionnelles n'est pas satisfaisant philosophiquement, car il implique l'intervention d'un Deus ex machina et constitue une sorte de miracle permanent. Alors, Leibniz estime que la voie d'assistance ne constitue pas une explication et ne résout pas la difficulté, car elle ne rend pas raison des choses en les déduisant de la causalité générale de Dieu ou des causes secondes qui président à l'ordre de la nature. Je cite ici Leibniz, de la lettre de 1696 au Journal des Savants. Je tiens que c'est faire venir Deus ex machina dans une chose naturelle et ordinaire, où selon la raison, il ne doit intervenir que de la manière dont il concourt à toutes les autres choses de la nature. Fin de citation. La thèse de l'assistance est donc une voie surnaturelle, extraordinaire, qui compromet la perfection divine, car elle implique que Dieu n'a pas choisi les voies les plus simples et créé le meilleur des mondes possibles. L'union de l'âme et du corps reste au bout du compte inintelligible, car Malebranche recourt à la main de Dieu pour rendre l'incompréhensible compréhensible, en négligeant les lois de la causalité ordinaire. Je cite toujours Leibniz, sa critique. Pour résoudre des problèmes, il n'est pas assez d'employer la cause générale et de faire venir ce qu'on appelle deum ex machina, car lorsque cela se fait sans qu'il y ait autre explication qui puisse se tirer de l'ordre des causes secondes, c'est proprement recourir au miracle. Fin de citation. Donc, chez Huygens, l'union tient du merveilleux, chez Malebranche, du miraculeux. Il ne reste donc que la troisième voie, que Leibniz appelle l'harmonie préétablie et qui constitue la seule véritable solution. Je cite la lettre de 1696 au Journal des Savants. Enfin, la troisième manière de faire sera de faire d'abord ces deux pendules avec tant d'art et de justesse qu'on se puisse assurer de leur accord dans la suite, et c'est la voie du consentement préétabli. Dans cette hypothèse, Dieu n'intervient pas à tout moment dans le monde,
et n'accorde pas l'âme et le corps par une sorte de miracle permanent, il crée chaque substance de manière si parfaite qu'elle s'accorde avec l'autre, sans qu'il y ait influence ou interaction. Leibniz évite ainsi les écueils liés aux deux précédentes thèses. Cette troisième voie suppose l'existence d'un Dieu providentiel qui règle par avance chaque substance de telle sorte qu'elle soit en harmonie avec les autres, tout en obéissant à ses propres lois. Donc, l'harmonie préétablie, c'est le fruit, je cite, d'un artifice divin prévenant lequel est le commencement à former chacune des substances de manière si parfaite et réglée, avec tant d'exactitude, qu'en ne suivant que ses propres lois qu'elle a reçues avec son être, elle s'accorde pourtant avec l'autre, tout comme s'il y avait une influence mutuelle, ou comme si Dieu y mettait toujours la main au-delà de son concours général. Fin de citation. Donc l'âme a été créée de telle sorte qu'elle tire toute son propre fond, par une parfaite spontanéité, et pourtant en totale conformité aux choses extérieures. Les perceptions de l'âme, ces sentiments, ne sont donc pas produits par les corps, mais ils résultent de sa propre constitution originale, de sa nature représentative. L'union de l'âme et du corps, ainsi que la correspondance entre les états physiques et les états mentaux, n'impliquent donc pas une action réciproque des substances, mais s'avère le produit de l'harmonie établie. Je cite, « C'est ce rapport mutuel et réglé par avance dans chaque substance de l'univers qui produit ce que nous appelons leur communication et qui fait uniquement l'union de l'âme et du corps. » Fin de citation. La communication ne doit pas être comprise comme le passage et la transmission d'une impulsion corporelle ou d'une volonté, c'est la simple concordance parallèle des substances prévues de toute éternité par le grand accordeur divin. Donc, la solution de l'harmonie établie présente de l'aveu de Leibniz des avantages très grands et des beautés bien considérables, car elle rend raison des difficultés d'une manière optimale. D'une part, elle préserve la nature monadique des substances, qui exprime chacune l'univers à sa manière, en tirant tout de leur propre fond, et ça évite l'erreur grossière consistant à admettre une influence mutuelle du corps et de l'esprit. Et d'autre part, elle est conforme à la doctrine de l'optimisme et au principe du choix du meilleur, sur lequel Dieu doit créer un maximum d'effets à l'aide d'un minimum de moyens. En réglant tout d'avance, Dieu n'a pas à multiplier ses interventions, à dépenser et à dispenser son efficace à chaque instant. La voie de l'harmonie établie exalte la perfection divine en révélant la sagacité, la prévoyance du Créateur. Elle éveille l'admiration devant un univers si bien ordonné et renforce le sentiment religieux. Néanmoins, la thèse leibnizienne implique le recours à un Dieu providentiel. L'union et la communication de l'âme et du corps ne sont pas intelligibles sans le concours divin. L'anthropologie est donc subordonnée à une théologie et ne peut pas faire l'économie de ce détour. Car les rapports entre l'âme et le corps ne peuvent pas être pensés sans la médiation divine. Que l'accord des substances soit le fruit d'un système de causes occasionnelles ou d'une harmonie préétablie, il requiert toujours la main de Dieu. Or, donc, la main de Dieu en permanence pour Malebranche, une main un peu paresseuse pour Leibniz, une fois pour toutes, mais cet appel à la volonté d'un Dieu prévoyant est bien souvent l'asile de l'ignorance, comme le remarquait Spinoza dans l'appendice de la partie 1 de l'éthique. Ça ne veut pas dire pour autant que chez Spinoza ça aille mieux. Chez Spinoza, la conception des rapports corps-esprit ne s'exempte pas de la référence à Dieu, parce que, lui aussi on peut le faire la même observation, ce qui fonde en dernière instance l'unité psychophysique, c'est l'unité de la substance, qui s'exprime
à travers une infinité d'attributs et qui se conçoit tantôt sous l'un, tantôt sous l'autre. L'unité modale est donc adossée à celle de la substance. C'est parce qu'en Dieu, les attributs expriment une seule et même chose, que les modes de ces attributs expriment à leur tour une seule et même chose. Donc, en définitive, que l'on ait affaire à l'unité différentielle de Spinoza ou à l'union parallèle de Leibniz, le résultat est le même. La psychophysique est fondée sur une métaphysique de l'expression pour l'un, de l'harmonie préétablie pour l'autre, sans lesquelles les rapports corps-esprit demeurent inintelligibles. N'y a-t-il pas là un résidu de Deus ex machina? Le fantôme dans la machine, dont parle Ryle, ce n'est pas tant l'esprit que Dieu qui continue à hanter les représentations de la nature humaine et qui assujettit l'anthropologie à une théologie souterraine. Ce spectre de Dieu, toutefois, a du bon, car c'est lui qui a permis de chasser les mauvais esprits animaux cartésiens, tour à tour mouvant et mus par la glande pinéale, au gré des interactions occultes entre l'âme et le corps. Donc le problème de l'union demeure pour nous contemporains, mais Spinoza et Leibniz ont bel et bien écarté de fausses solutions. Merci pour votre attention. Bueno, tenemos, si hemos dicho que vamos a hacer un descanso, tenemos todavía bastante tiempo, ¿no? Podemos estar hasta el cuarto, ¿no? Tenemos casi 20 minutos. Así que, a ver. Merci de votre présentation très intelligible. Je suis d'accord. En tout cas, je dis surtout la vite. Et ma conviction, quand j'étudie la vite, c'est qu'il y a une tentation spinoziste chez la vite. Je veux dire qu'il y a un parallélisme, mais aussi une tension d'unité. Par exemple, au paragraphe 61 de la morphologie, Leibniz parle d'une relation de symbolisation. En cela, les composés symbolisent avec le sang. Et il parle du corps propre. Un corps propre est quelque chose de plus qu'une structure agissant selon un ordre qui est accordé à la série de la série des états de l'âme. Je crois qu'il y a une liaison qui est plus forte. Alors, de mon point de vue, et il y aurait d'autres passages, le paragraphe 63, clamorologie aussi, mais je crois que Leibniz est un paralléliste, mais un paralléliste dont la pensée tend à un monisme. Pas un monisme général, du point de vue systématique de la philosophie de Leibniz, un monisme de la substance, mais un monisme psychique, un monisme psychosocial, un monisme de l'unité du composé humain. Et où l'expression composé, quand il parle de composé, c'est une façon spéciale d'agréation qui est plus forte dans cela que le cas. Mais ma question est si vous pensez aussi, c'est
si vous avez du sens dans cette idée que c'est plus proche de Spinoza que vous avez. Je suis tout à fait d'accord pour dire que précisément chez Leibniz, l'idée d'harmonie préétablie vise à souligner l'unité, et la notion de symbolisation va dans ce sens-là. Je crois que s'il ne parle pas de Spinoza sur ce point, parce que généralement il le critique, c'est que je pense qu'il y a un accord assez fondamental sur cette idée que c'est une unité psychophysique qui a deux expressions qui sont corrélées, et donc, parce que chez Spinoza aussi, on maintient malgré tout il y a deux expressions qui sont irréductibles. Donc je crois qu'il y a une assez grande proximité, et peut-être l'une des raisons pour lesquelles en fait Leibniz parle de parallélisme, mais c'est pas le terme qui revient le plus souvent sous sa plume. C'est quand même plutôt la notion de consentement préétabli ou d'harmonie préétablie qui met l'accent sur l'unité, qui est le concept le plus fréquent. Le terme de parallélisme n'est pas très très fréquent. Et je crois que s'il ne l'emploie pas aussi souvent, c'est qu'il a conscience que le parallélisme peut donner l'impression de dispersion ou d'une dualité, là où il y a nécessairement union et harmonie. Donc je serais assez d'accord avec vous pour aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler français, mais peut-être que ce n'est pas très correct. Merci beaucoup pour l'exposition. Et je suis d'accord surtout dans la critique qu'ils font ensemble Spinoza et la liste de Descartes. Et pour compléter un petit peu ce qu'Avelino a dit, je pense que chez Leibniz, c'est pas seulement une tentation spinoziste, mais c'est que Leibniz, il adopte le langage des autres aussi pour discuter sur sa question. Et c'est comme ça que je pense qu'il utilise le parallélisme pour expliquer une chose que je pense que dans Leibniz n'existait pas. Leibniz ne croit pas à l'dualisme, il croit dans une unité qui s'exprime de façon différente, on pourrait dire. Et c'est comme ça que l'idée d'individu, un individu, on peut dire, comme avec le langage d'aujourd'hui, nous avons un corps, nous nous exprimons dans un corps. Ce qui fait cette idée d'harmonie préétablie qui aussi, vous avez dit très bien, va de la main avec une autre harmonie, plus grande que c'est l'harmonie universelle. C'est que tout reste en toute chose. Chaque petit part d'un corps peut exprimer aussi tout l'univers. Mais il y a, je pense, pour arriver sur les questions, chez Leibniz a dit beaucoup d'autres auteurs, Quintino Fionello, par exemple, a dit sur ces questions, Marcelo Pascal, l'idée de l'importance de la controverse, de se mettre dans l'idée de l'autre pour les critiquer. Je pense que Leibniz, il ne parlait pas de parallélisme, il veut, comme je dis, exprimer sa conception d'un unique individu avec sa monade dominante, c'est que l'âme est dominante, on a un corps, mais il y a quelque chose chez Leibniz qu'on pourrait dire, comme si no hubiera cuerpos. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ella entiende un poco castellano. Sí, bueno. No, pues eso, la idea que yo creo que él se pone mucho más para discutir con Spinoza en la idea de esa concepción de paralelismo entre dos, es como dos lecturas, ¿no?, de una misma cosa, desde el cuerpo, desde el espíritu,
pero yo creo que Leibniz está claro que no cree más que en una única, o sea, la mónada es una mónada en el fondo incorporal, pero se expresa corporalmente, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea. Yo creo que también lo que tú has dicho, o sea, no estás... pero yo creo que no hay esa tentación de paralelismo, yo creo que es un poco una concesión a aquel con el que está discutiendo, ¿no? O sea, esa idea también de controversia. Leibniz yo creo que quiere llevar siempre hasta sus últimas consecuencias la idea del otro y acordar lo más que pueda para luego decir, pero bueno, yo en realidad estoy en esa tercera vía, ¿no? Que yo creo que es la única posible para él, ¿no? Es esto también lo que tú estarías también de acuerdo con ello. Alors, effectivement, je pense que dans la démarche de la Nice, il y a toujours cette pédagogie qui consiste à aller sur le terrain de l'autre. Donc, on voit par exemple que on concède à Huygens que son modèle des pendules est éclairant, et puis ensuite, on va procéder à une critique. Pour la question du parallélisme, alors, il précise bien que c'est un parallélisme parfait. Et donc, normalement, des parallèles, si on les compte en système de parallèles parfaits, elles se coupent à l'infini. Donc, elles font d'une unité à l'infini, même si c'est inconcevable géométriquement, mentalement. Il y a bien cette idée d'unité. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a la volonté, avec la notion de monade, vraiment d'avoir cette unité entre les deux. Ce qui ferait la différence avec Spinoza, je crois, c'est le fait que Leibniz admet malgré tout qu'il y a une perfection plus grande de l'âme par rapport au corps, même si chacun exprime tout l'univers, ce qui n'est pas le cas de Spinoza. Il n'y a pas de prééminence de l'esprit sur le corps. Et je crois que c'est ça qui fait peut-être la plus profonde différence, puisqu'ils sont vraiment mis sur un pied d'égalité. L'esprit ne peut que ce que peut le corps, il n'a pas plus de perfection que le corps. Même au moment où on pourrait voir chez Spinoza une sorte de tension dans la partie 5 de l'éthique, puisque le corps meurt et une partie de l'esprit reste, et on pourrait donc dire que et Spinoza dit que la partie qui demeure de l'esprit qui demeure, l'entendement, est plus parfaite que l'autre, l'imagination. On va se dire, mais oui, mais alors là, il se contredit, parce que le corps meurt, donc il a une perfection moindre que l'entendement, mais en réalité, l'entendement, la partie de l'esprit constituée d'idées adéquates, reste l'idée du corps subspécie éternitatis. Donc il y a toujours le maintien, malgré tout, d'une valeur de perfection identique. Plus un corps est parfait, plus un esprit est parfait, et c'est pour ça qu'on nous a dit que plus un corps est apte à un grand nombre de choses, plus la part de son esprit qui est éternelle est grande. Donc il y a vraiment cette relation. Alors que chez Leibniz, même s'il reconnaît une perfection au corps, l'âme est plus parfaite. Donc c'est peut-être là qu'on pourrait dire que la distinction reste plus marquée par rapport à la notion d'unité qu'on rencontre chez Spinoza. Mais malgré tout, il faut partir du composé psychophysique. Sí, gracias. Yo voy a hablar castellano porque mi francés hablado es pésimo. Confío que me entiendas. Gracias por la exposición. Quería simplemente hacer dos sugerencias. Una, la frase de Leibniz, el alma tiene su sede en el cuerpo por una presencia inmediata. Creo que es una clara analogía del lenguaje teológico cuando se dice que Dios está presente en el alma, sin que haya panteísmo ninguno o inmanencia ninguna en el sentido estricto, ¿no? Creo que hay un uso analógico del lenguaje teológico. Seguramente la forma de sugerir una posible mediación o una posible vinculación entre las dos sustancias, entre los dos modos en Spinoza, sea recurriendo a la noción de potencia en este último y a la noción de fuerza en el alemán, ¿no? Creo que esa es la vía para aportar ese fondo común que unifica lo separado, pero no contrapuesto ni escindido, ¿no? Y luego quería hacer una segunda sugerencia en relación a la expresión que utilizas a propósito de la correspondencia efectiva entre los estados mentales y la anatomía cerebral. Creo que eso puede traer alguna confusión en términos de filosofía de la mente o filosofía de la conciencia.
porque en cierto modo hay una toma de posición que ciertos neurobiólogos están haciendo, tomando el espinosismo como base para una posición reduccionista, fisicalista o de otra índole, ¿no? En ese sentido, comprendo que no es tu intención, pero puede surgir un cierto error, porque claro, Spinoza nunca habla del cerebro en términos estrictos, habla del cuerpo como un conjunto, ¿no? La mente es la idea de los estados orgánicos en su conjunto, etc. ¿no? Nada más, gracias. Alors, effectivement, chez Spinoza, dans l'appendice de la partie 1 de l'éthique, il mentionne le cerveau. Chacun juge d'après la disposition de son cerveau. Mais il dit bien qu'il y a une correspondance entre les idées et le cerveau, mais que ça, et ça n'est pas du tout un réductionnisme. Mais par contre, certains chercheurs, comme par exemple en France Jean-Pierre Changeux, dans son livre L'homme neuronal, a pris appui sur cet appendice de la partie 1 en disant que les hommes jugent d'après la disposition de leur cerveau et s'en est servi dans une perspective réductionniste en disant que c'est le cerveau qui pense. Jamais Spinoza ne dit cela, jamais. Le cerveau indique un état du corps qui correspond à un état de l'esprit, mais il ne produit pas, les pensées. Et c'est pour ça que Spinoza autorise bien le discours de l'anatomie cérébrale. On peut tout expliquer par synapses, neurones, mais on ne peut pas dire à partir de là que l'on pense avec les synapses, que c'est les neurones qui pensent, parce qu'on ferait une erreur d'attribut. Et de ce point de vue-là, il faut bien maintenir la différence. Et souvent on prend appui sur cet appendice, ou alors les contemporains prennent appui sur le fait que Spinoza parle des somnambules qui peuvent accomplir toute une série de prouesses dont on ne peut pas prévoir toute la puissance du corps. Mais ce n'est pas parce que Spinoza reconnaît une puissance du corps que cette puissance explique les pensées. Il y a un corrélat, l'esprit lui aussi est actif. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est la notion de puissance qui est décisive, aussi bien la force du corps chez Leibniz et puis la puissance de l'esprit qui fait qu'ils peuvent tirer les choses de leur propre fond et n'ont pas besoin du secours d'un extérieur, de quelque chose d'extérieur pour les mettre en mouvement. Le corps a sa force propre, de la même manière que l'esprit a sa propre puissance de pensée. Et là, peut-être, on peut quand même rendre justice à Descartes, parce que même s'il a pensé à l'interaction, il admet quand même que le corps a sa force propre, puisqu'il le conçoit comme une machine, avec on n'a pas besoin de l'âme qui l'anime, puisqu'il le conçoit dans les passions de l'âme, dans le traité de l'homme, comme capable de produire son automouvement à partir du feu qui est dans le cœur et qui permet d'expliquer la circulation du sang, donc comme une sorte d'automate. Et l'idée de la puissance est vraiment décisive. Vale, como nos quedan 4 minutos, Vamos no, a ganar si queréis hacemos todas las intervenciones seguidas y luego ya contestas tú. Si tienes algo, si algo lo dices, Bueno, telegráficamente. Je voudrais vous poser une question et faire une remarque. Ma question sur le Spinoza. Je voudrais savoir si vous n'avez pas l'impression que dans certains passages de l'éthique, je pense dans la 4e partie notamment, le langage de l'interaction causale ne menace pas de réapparaître, même si la thèse est bien claire, et vous l'avez bien exprimée. Mais je pense qu'il y a une sorte de tentation, comment dire, linguistique qui fait qu'on presque dit qu'il y a de l'influence de la main sur le corps. La question, ma remarque sur Leibniz, je pense qu'on ne peut pas oublier, mais malgré la métaphore des horloges, on ne peut pas oublier que l'âme et le corps ne se trouvent pas dans le même niveau ontologique.
l'âme est un nom pour la substance, le corps n'est pas un nom pour la substance, c'est quelque chose de l'ordre de l'apparence, au moins jusqu'à certains points. Et donc, le rapport entre l'âme et le corps doit contempler cette différence de niveau que je ne suis pas sûr si vous n'avez pas contemplé. Alors, je suis d'accord avec la remarque, c'est pour ça que je disais qu'il y a une perfection de l'âme qui est supérieure à celle du corps, donc on n'est Oui. pas le même niveau ontologique, tout à fait d'accord avec la remarque. Alors pour la question du langage dans la partie 4, d'abord il est clair que pour Spinoza, il n'y a pas d'interaction, il le proclame à plusieurs reprises, mais il faut noter que d'abord le langage pour Spinoza, c'est un ensemble de signes, et donc ça relève de la connaissance du premier genre. Il y a toujours un problème avec les mots, puisque les mots sont fondés aussi sur les images corporelles et les idées de ces images, et donc les mots, en fonction des traces corporelles qui ont été inscrites, sont chargés d'une histoire, d'un sens, et qui vient toujours interférer avec la compréhension. Donc il est vrai que comme il pense l'esprit et le corps comme une seule et même chose, ce qui est dit de l'esprit le dit en même temps du corps, et donc on pourrait penser que cette corrélation est en même temps une sorte comme si, quand on dit plus le corps fait ceci, plus l'esprit fait cela, on a l'impression que c'est parce que le corps a fait ça. On passe d'une logique de la comparaison à une logique de la causalité, précisément parce qu'il y a cette comparaison permanente. Et il est vrai que spontanément, il faut toujours se corriger, parce que c'est contre-intuitif. Vous avez tout à fait raison de souligner ça. Mais il est clair que c'est plutôt l'idée que Spinoza recourt au double registre chaque fois, c'est-à-dire voilà ce qui se passe pour l'un, voilà ce qui se passe pour l'autre. Et par moments, on a l'impression que c'est le corps qui est mis en avant, par moments, c'est l'esprit qui est mis en avant, mais parce qu'au fond, ce sont deux expressions, et il choisit de se placer soit sur l'attribut pensé, soit l'attribut étendu, peut-être parce que selon l'angle qu'il va adopter, la chose sera plus intelligible. Et ça s'accompagne après évidemment aussi de contreparties confuses, parce qu'on peut avoir l'impression que dans un cas c'est le corps qui domine, et dans l'autre cas c'est l'esprit, ce qui le récuserait de toute façon. Javier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre critique au modèle du parallélisme chez Spinoza. Mais la même chose qu'on l'a dit Cardoso et Bocciaroban par rapport à Leibniz. Il n'a jamais utilisé les termes, et il aurait pu le faire, le système du parallélisme préétabli. Il a toujours dit l'harmonie préétablie. Donc, l'harmonie, c'est un concept musical, esthétique. Et c'est très important de tenir compte chez Leibniz du terme d'harmonie, parce que l'harmonie implique toujours une pluralité des corps. Donc, lorsque Leibniz parle d'un corps, d'un seul corps, il parle toujours d'une pluralité, même d'une infinité de corps inclus dans notre propre corps. Donc, cette idée est très importante parce que l'idée de corps chez Leibniz implique une pluralité, une infinité d'idées de corps différents à notre propre organisme. Les bactéries, c'est un exemple actuel tout à fait précis, et nous avons une multiplicité de bactéries sans lesquelles notre corps n'aurait aucune harmonie ni équilibre. Donc, l'idée du corps chez Leibniz implique une harmonie et pas seulement un parallélisme. Vous avez tout à fait raison. Surtout, il y a cette idée, comme c'est une machine à l'infini, donc on est obligé de penser à tous les corps qui sont intégrés dans le corps. Oui. Voilà. Et puis, d'autre part, le fait qu'on est affecté par tous les corps, par l'intermédiaire d'autres corps. Alors, ce qui m'a frappé, puisque je connais mieux Spinoza que Leibniz, ce qui m'a quand même frappé, c'est que cette idée qu'en réalité, notre corps est affecté par tous les autres corps moyennant des corps intermédiaires, elle n'est pas théorisée chez Spinoza, mais elle est présente. Oui, Et là, il y a chez Leibniz quelque chose comme une radicalité, une idée qui est, je ne sais pas si je l'ai prise, si ça passe avec Spinoza.
fois que de l'Edwin Grec. Oui. Pendant le même voyage, hein, oui. Il a visité Spinoza. Oui, voilà, ils se sont rencontrés. Donc sur ce point, je pense qu'il y a un accord tout à fait profond et que Leibniz théorise cette idée du corps machine à l'infini qui sera touché par les autres corps, lui donne une ampleur qui n'est pas présente chez Spinoza, mais je crois que c'est la même voie, le même mouvement de pensée. Aurelio, la última. Yo en español. Bueno, muchas gracias, Vicenta. Me ha gustado mucho la exposición. Yo quería referirme a la última parte, ¿no? Cuando intentas reunir a Spinoza y Leibniz, que lo has separado a través de que los dos recurren a Dios. Pero quizás ahí también la discusión parece que continúa, porque los dioses a los que se refieren son dioses bastante distintos, sus metafísicas son también bastante distintas, son distintas también, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no es la misma discusión, la discusión entre las diferentes visiones metafísicas y las distintas visiones antropológicas? No es la misma discusión, no es una continuidad de la discusión. Y en todo caso, para la discusión antropológica no es necesario, no sé qué piensas, ¿no? Es necesario algún tipo de, no sé si de metafísica, pero sí por lo menos de ontología, o de una visión más amplia de las cosas, más allá del ser humano. C'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut concevoir une anthropologie, penser l'union de l'esprit et du corps sans métaphysique? Donc c'est ce que prétendent par exemple faire les contemporains, mais moi ça me semble, pour l'instant ça me semble difficile. Ça me semble difficile parce qu'on est bien obligé d'avoir des principes ontologiques pour essayer et des postulats initiaux comme celui de l'unité psychophysique ou au contraire du dualisme psychophysique pour essayer de rendre compte d'une réalité qui, quand elle est perçue, est unique, qui est l'homme, mais je me demande si on peut effectivement la penser seulement en termes anthropologiques. Voilà. C'est peut-être pas une réponse satisfaisante, mais je crois que quand je dis que cette question de l'union chez Spinoza et Leibniz, elle est nécessairement adossée à la pensée d'un Dieu, même si la conception est différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre cette union sans les présupposés métaphysiques qui sont derrière. Je me demande si on peut en faire une économie. Alors c'est à la fois une réserve et en même temps une question, puisque aujourd'hui, par exemple, tous les tenants du mind and body problem refusent l'idée qu'il y ait une métaphysique. Et je crois qu'ils introduisent une métaphysique subreptice en ce moment, et c'est pas nécessairement un progrès pour la pensée. C'est un peu comme ça que je réponds. Mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Bueno, en todo caso, luego a lo mejor podemos hablar y yo creo que sí hay que dejar 10 minutos de descanso para que luego intentemos cumplir. Así que 10 minutos solo. Muchas gracias.